Et si l'arme ultime de Bruxelles contre Moscou s'était retournée contre l'Europe elle-même? Imaginez un instant, l'Union européenne, persuadée d'infliger un chaos économique à la Russie en quelques semaines, orchestre des sanctions d'une ampleur inédite. Dans les couloirs de Bruxelles, la victoire paraît inévitable, presque écrite d'avance. L'Europe sûre d'elle s'apprête à célébrer son triomphe avant même d'avoir mené la bataille. Mais derrière cette confiance, un aveuglement se dessine. Le vieux continent sous-estime la capacité de résistance de Moscou. L'illusion collective masque une réalité bien plus complexe. Tandis que les dirigeants européens se félicitent, la Russie s'adapte, encaisse les coups et finit par retourner le piège contre ses auteurs. Peu à peu, le choc du boomerang s'abat. Ce qui devait anéantir l'économie russe déséquilibre l'industrie européenne, fait exploser les factures, menace les emplois et engendre une crise plus profonde que toutes celles vécues ces dernières décennies. Les citoyens découvrent l'ampleur de la facture. Inflation, fermeture d'usines, doutes sur l'avenir. Si nous ignorons ces enseignements, le risque est immense. Voir s'effondrer nos économies, notre niveau de vie et la confiance dans nos institutions avec, à la clé, un avenir incertain pour chacun d'entre nous. Mais comment l'Europe a-t-elle pu se tromper à ce point? Pour comprendre, revenons sur le contexte et les premières décisions qui ont enclenché cette mécanique infernale. Dans les coulisses du pouvoir bruxellois, la victoire semblait assurée. Ce jour-là, l'atmosphère à Bruxelles était électrique. Les responsables de l'Union européenne se réunissaient dans un immense hémicycle, convaincus d'écrire le dernier chapitre d'une confrontation historique. Pour eux, les sanctions décidées contre la Russie n'étaient pas une simple mesure. C'était l'acte final, le coup de grâce censé forcer Moscou à s'incliner. Leur plan? Lancer un ultimatum sans précédent, la Russie devait restituer plus de 500 avions, majoritairement des Airbus et des Boeing, tous loués auprès de compagnies occidentales. Si Moscou refusait, les sanctions seraient apportées à leur paroxysme. L'Union européenne se croyait dotée du levier ultime, persuadée que contrôler la logistique aérienne russe équivalait à tenir le destin d'un géant économique entre ses mains. Cette certitude allait bien au-delà de la politique. À Bruxelles, la conviction était presque religieuse. Il suffisait de serrer la vis et la Russie s'effondrerait en moins de 30 jours. Au pire, l'économie russe tiendrait 60 jours, peut-être 90, mais pas davantage. On célébrait la victoire avant même d'avoir livré bataille, certain que le rideau allait tomber sur une Russie vaincue, isolée, incapable de faire voler ses avions et de soutenir sa propre économie. Tel un acteur qui salue avant la première scène, l'Union européenne vivait dans une réalité parallèle, persuadée de l'inéluctabilité de son triomphe. Les responsables européens avaient la certitude de détenir la solution miracle, couper la Russie de son aviation civile, paralyser ses exportations, casser ses chaînes logistiques et voir s'écrouler pièce après pièce la structure industrielle et financière de Moscou. Mais cette confiance aveugle masquait un danger colossal. Sous-estimer son adversaire à ce niveau, c'est risquer bien plus que la perte d'un simple pari diplomatique. C'est exposer ses propres actifs, sa réputation et le modèle économique de tout un continent. Dans leur euphorie, les dirigeants européens n'imagineront pas que le scénario pouvait se retourner contre eux et que le choc serait ressenti dans chaque foyer européen, du portefeuille à l'emploi, jusqu'à la crédibilité internationale de l'Union. Mais le scénario prévu par l'Europe ne s'est pas déroulé comme prévu. Les premiers signes de l'échec sont apparus plus vite que prévu, révélant l'incroyable capacité d'adaptation de la Russie. Voyons comment Moscou a répondu à cet ultimatum et pourquoi le plan européen s'est retourné contre ses auteurs. Et si la Russie décidait soudain d'écrire ses propres règles du jeu? Ce que l'Union européenne n'avait pas anticipé, c'est que l'adversaire refuserait purement et simplement de jouer la partie selon le scénario prévu à Bruxelles. Alors que l'ultimatum européen exigeait le retour immédiat de plus de 500 avions, Airbus et Boeing, Moscou a opposé un refus catégorique, renvoyant la pression à l'expéditeur. Mais la Russie ne s'est pas contentée de dire non. Avec une froideur méthodique, elle a mis en place une adaptation légale sans précédent. Tous les avions concernés ont été transférés sous juridiction russe, protégés par un arsenal réglementaire expressément adopté en quelques semaines. Les compagnies aériennes nationales ont gardé les appareils tout en continuant à assurer la maintenance et l'exploitation, hors de portée des procédures judiciaires occidentales. En un geste, la Russie a transformé une faiblesse apparente en atout stratégique. La flotte que Bruxelles pensait pouvoir retirer au Kremlin d'une simple injonction est soudain devenue intouchable. Les contrats de location ont été déclarés nuls pour cause de force majeure, l'Europe ayant elle-même rompu les termes en imposant des sanctions unilatérales.
c'est une leçon de droit international, appliquée avec une précision qui a laissé les capitales européennes sans voix. Pour l'Union européenne et les sociétés de leasing, le réveil fut brutal. Non seulement elles se sont retrouvées privées d'avions valant des dizaines de milliards, mais elles ont aussi compris qu'aucun tribunal ne leur permettrait de récupérer ni appareil, ni paiement. Les sanctions qui devaient asphyxier la Russie se sont transformées en pièges pour leurs propres champions industriels. Les assureurs refusent d'indemniser, les recours sont impossibles, et chaque appareil immobilisé côté russe signifie une perte sèche impossible à compenser sur les marchés internationaux. L'Europe réalise alors, trop tard, qu'elle a surestimé son poids réel dans ce bras de fer. L'idée que la Russie ne survivrait pas sans l'aviation occidentale s'effondre. Moscou, au contraire, s'adapte, renforce ses propres capacités et garde la main sur un parc aérien vital pour son économie et sa connectivité. Au lieu de provoquer l'effondrement promis, Bruxelles se retrouve dans la position du joueur qui venait donner une leçon et se fait subtiliser toutes ses pièces en un mouvement inattendu. Ce retournement n'est pas qu'une humiliation politique. Derrière les chiffres froids se cache un risque systémique. La perte de dizaines de milliards d'euros pour les sociétés de leasing pourrait entraîner des faillites en cascade, déstabilisant tout un secteur clé de la finance européenne. Les banques exposées, les investisseurs, les salariés, tous perçoivent soudain que la force du système n'était qu'une illusion, et que les règles du jeu ne protègent plus personne lorsque l'adversaire décide d'y renoncer. Cette cascade de pertes met à nu la fragilité de l'édifice européen. Derrière le rideau des grands discours, l'Union découvre que la réalité économique ne pardonne aucune erreur d'arrogance, mais ce n'est qu'un début. Bientôt, les conséquences de cette erreur vont se propager bien au-delà du secteur aérien, menaçant la stabilité même du modèle économique européen. Quand la machine européenne s'enraye, c'est toute la structure qui tremble. Personne n'avait anticipé l'onde de choc qui allait secouer le cœur du système financier européen. Très vite, le bras de fer autour des avions s'est transformé en une crise du leasing sans précédent. Les compagnies de leasing, les assureurs et les banques se retrouvent désormais pris au piège, incapables d'absorber des pertes colossales. Des centaines d'avions, immobilisés ou réquisitionnés par Moscou, deviennent l'épicentre d'un conflit inextricable entre bailleurs occidentaux, assureurs internationaux et institutions bancaires, tous se rejetant la responsabilité d'un trou financier de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Cette guerre froide du droit et du contrat tourne à l'avantage de la Russie. Elle conserve la quasi-totalité de la flotte, tandis que les entreprises européennes voient s'évaporer, en quelques mois, des actifs qui représentaient pour des années de profit. Résultat, les primes d'assurance explosent, les litiges inondent les tribunaux, et plus personne ne sait qui paiera l'addition finale. L'incertitude juridique mine la confiance. Les contrats de leasing, jusque-là considérés comme des piliers du secteur aérien mondial, sont désormais jugés risqués, voire toxiques, dès qu'un État entre en jeu. Très vite, la crise déborde sur toute l'aviation européenne. Pour les compagnies, la situation devient intenable. Raréfaction des avions disponibles, flambée des coûts d'exploitation, pression sur les marges. Conséquence directe pour les voyageurs, le prix des billets d'avion grimpe, l'offre de vol s'amenuise, et même les familles ou les professionnels les plus modestes voient leur voyage devenir un luxe inaccessible. Certains opérateurs sont contraints de réduire leur flotte, voire de supprimer des lignes entières, condamnant des régions entières à un isolement économique sans précédent. Mais le coup est encore plus dur du côté des investisseurs et des marchés mondiaux. En observant ces conflits internes, la communauté financière internationale se détourne progressivement de l'Europe. La confiance s'effrite, la réputation européenne de stabilité s'effondre. Les capitaux fuient vers des marchés jugés plus sûrs et moins arbitraires, accélérant la fragilisation de nombreuses entreprises européennes. Ironie du sort, la Russie, donnée perdante, parvient à tirer son épingle du jeu. Au lieu d'être asphyxiée, elle consolide son secteur aérien, développe ses propres services de maintenance et renforce la souveraineté de sa flotte. L'Europe, qui voulait frapper fort, se retrouve à genoux, étranglée par ses propres décisions. Le cœur de son système financier bat désormais au ralenti, et ce sont des milliers d'emplois qui vacillent, de l'aéronautique jusqu'aux services annexes. Le vrai danger n'est plus seulement économique, il est structurel. L'Europe découvre que ses propres règles peuvent se retourner contre elle. Sa réputation d'environnement sûr pour les affaires est gravement entachée. Les contrats, la confiance, l'investissement, tout ce qui faisait la force du modèle européen, vacille. Mais la tempête ne s'arrête pas au tarmac des aéroports. Ce séisme touche déjà d'autres piliers de l'économie réelle, bien au-delà du secteur aérien, car lorsque la confiance s'effondre dans un secteur clé,
c'est l'ensemble de l'économie qui se fissure, et les premiers signes de contagion commencent déjà à apparaître dans d'autres filières stratégiques. Le véritable talon d'Achille de l'Europe n'était pas la Russie, mais ses propres illusions. Pendant des décennies, l'Union européenne a bâti sa prospérité sur le gaz bon marché venu de l'Est, sur des chaînes logistiques fiables et sur la croyance que l'interdépendance rendait tout le monde plus fort et intouchable. Mais lorsque Bruxelles a coupé brutalement ses liens, elle s'est privée de son oxygène industriel. En un instant, la facture énergétique des foyers et des entreprises a explosé, alimentant une inflation que la Banque centrale peine encore à maîtriser. Dans des pays comme l'Allemagne et l'Italie, des usines centenaires ont fermé leurs portes, incapables de supporter la nouvelle réalité des coûts et des incertitudes. Ce n'est pas seulement une question de statistiques. Derrière chaque graphique, il y a des ouvriers licenciés, des PME étranglées, des savoir-faire qui s'effacent. La désindustrialisation ne frappe pas que la vieille Europe. Elle accélère une fuite massive de talents et de capitaux vers des régions plus attractives, comme les États-Unis, où l'énergie reste abordable et la stabilité politique mieux assurée. En voulant forcer la Russie à genoux, l'Union européenne a sapé ce qui faisait sa force. La confiance entre partenaires, la lisibilité pour les investisseurs et la réputation d'un marché stable et prévisible. Les annonces politiques précipitées ont détruit en quelques mois ce que des décennies de diplomatie et d'investissement avaient patiemment construit. Aujourd'hui, les multinationales revoient leurs plans, hésitent à miser sur une Europe perçue comme trop risquée ou imprévisible. Le prix de ce pari mal calculé ne se compte pas seulement en milliards d'euros envolés, mais aussi en perspectives perdues. Emplois qualifiés, projets de recherche, innovation technologique, tout ce qui fait la compétitivité et l'attractivité du continent. L'avenir industriel, social et financier de l'Europe est aujourd'hui sur la sellette, alors que la concurrence mondiale n'attend pas. Alors, face à ce boomerang géopolitique, comment retrouver une boussole fiable pour l'avenir ? Dans la suite, explorons comment certains pays européens tentent de repenser leur stratégie et quelles pistes peuvent émerger pour éviter de nouveaux pièges. Avant de lancer un nouveau boomerang, assurez-vous de savoir d'où souffle le vent. Cet épisode n'est pas qu'un simple échec diplomatique. Il incarne une leçon brutale. Même les institutions les plus puissantes peuvent tomber dans le piège de leur propre confiance. En négligeant l'analyse profonde des conséquences et de la résilience de l'adversaire, l'Union européenne a conçu un plan qui s'est retourné contre elle. L'histoire aurait dû enseigner la prudence et la lucidité stratégique. Mais grisés par l'illusion de puissance et la croyance en leur propre rationalité, les décideurs européens ont sous-estimé la capacité d'adaptation russe. Le résultat ? Un séisme économique qui a bousculé le quotidien de millions d'Européens, impactant directement leur pouvoir d'achat, leur sécurité d'emploi et la stabilité de leur avenir. Ignorer ces leçons, c'est risquer de voir l'histoire se répéter au détriment de tous, car l'économie n'est pas un jeu à somme nulle où le vainqueur rafle tout. Au contraire, chaque décision mal pesée crée des ondes de choc qui traversent les frontières, sapant la confiance dans nos institutions et érodant la réputation européenne sur la scène mondiale. Face à l'ampleur du choc, il est temps de remettre en question nos certitudes collectives. La véritable force réside non pas dans la démonstration de puissance, mais dans la capacité à anticiper, à écouter, à douter et à réajuster la trajectoire avant l'irréparable. Chacun d'entre nous, citoyens, économistes, dirigeants, porte la responsabilité de réclamer cette rigueur intellectuelle. Cette histoire n'est pas finie. Son écho résonne déjà dans d'autres décisions stratégiques qui nous concernent tous. La vigilance, l'esprit critique et la remise en question ne sont plus des choix, mais des nécessités vitales pour éviter de nouveaux boomerangs dans un monde où tout peut basculer en un clin d'œil. À vous de décider si la prochaine page de l'histoire européenne sera écrite avec lucidité ou si nous choisirons, une fois de plus, de tourner le dos à ces avertissements.